Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 15 heures de Télé Djibouti, dans l'actualité de ce vendredi 13 mai. Djibouti Télécom a accueilli hier sur un site sur le long de la route La Siesta l'atterrissage du câble sous-marin Africa 2. Vous entendrez le ministre de la Communication dans ce journal. Le projet de la FIFA Football for School a été clôturé hier en présence du ministre de l'Éducation nationale. À la une également, plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage hier à l'une des leurs, la journaliste Shirin Al-Abu Akhler, tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. C'était les titres. Bonjour. Arrivé à Djibouti du câble sous-marin Africa 2, Djibouti Télécom a accueilli hier sur le site 6 sur le long de la route La Siesta l'atterrissage du câble sous-marin Africa 2, l'arrivée de cette nouvelle inforoute sous-marine à fibre optique qui certes permettra à notre pays de réaliser son ambition de hub régional des télécommunications s'est déroulée en présence du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Baden, du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assouebouh, ainsi qu'une pléthore de hauts cadres et techniciens de l'opérateur national. Le système de câble Africa 2 est basé sur la dernière technologie de fibre optique et permettra un trafic réseau résilient et amélioré à faible latence en période de demande croissante de bandes passantes. Eh bien, en vue d'une date d'achèvement du câble en 2023, début 2024, le système s'étendra sur plus de 37 000 km², soutenant la croissance de la 4G, de la 5G et de l'accès au débit fixe pour des centaines de millions de personnes et d'entreprises. L'arrivée de ce câble sous-marin découle de la volonté politique du chef de l'État qui vise à faire de Djibouti un hub régional dans le domaine des infrastructures des télécommunications. Écoutez le directeur de la technologie et des innovations de Smart Africa, M. Didier, qui a exprimé sa gratitude pour l'arrivée de ce projet à Djibouti. Voilà, donc c'est pour nous un honneur de participer aujourd'hui Smart Africa, l'Alliance Smart Africa, au lancement du 9e câble sous-marin To Africa qui arrive ici à Djibouti. C'est une importante date parce que ça augmente le nombre de câbles sous-marins qui atterrissent à Djibouti et ce n'est pas seulement pour Djibouti mais pour l'ensemble du continent. Nous voulons féliciter le gouvernement de Djibouti, son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que le ministre, ainsi que toute l'équipe derrière ce projet important, mais aussi qui va diversifier les sources d'accès d'Internet pour Djibouti et pour aussi l'Afrique. Djibouti est un membre important de l'Alliance Smart Africa. Djibouti dirige plusieurs initiatives stratégiques pour le continent et nous pensons que cela va contribuer en fait à l'initiative d'interconnectivité du continent. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Baden. Aujourd'hui, vendredi 13 mai 2022, nous sommes ici à la Siesta pour accueillir le câble sous-marin de Facebook, Africa 2. Ce câble sous-marin est un câble long de 45 000 km. Il va devenir le câble le plus long au monde dès qu'il sera fini d'être posé. Il va desservir l'Afrique, l'Europe, le continent africain, le continent européen et l'Asie. Ce câble a une performance très élevée par rapport aux autres câbles qui arrivent en Afrique. Et il peut supporter une capacité allant jusqu'à 180 TB par seconde. Comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a montré l'importance de la connectivité. Beaucoup de personnes ont besoin d'être connectées, soit pour travailler, pour étudier ou pour rester chez eux et être en contact avec leurs prochains ou leur famille. Dans ce sens, ils ont besoin d'être connectés. C'est la raison pour laquelle Djibouti Télécom a mis tout en œuvre pour que la population djiboutienne puisse avoir un réseau Internet haut débit. Avec l'arrivée du câble sous-marin To Africa,
ceci va, Inch'Allah, se concrétiser. Et j'aimerais vous dire aussi que tout ceci est possible, est devenu possible grâce au président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour que Djibouti devienne un hub de télécommunications. Il faudrait aussi ajouter, je vais ajouter aussi que dans notre programme, il y a 5 autres câbles sous-marins qui sont en cours. Celui-ci est le 9e câble sous-marin qui arrive à Djibouti. Il y aura encore 5 autres câbles sous-marins qui vont venir et qui vont renforcer encore la connectivité à Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le président de la Fédération djiboutienne de football et vice-président de la CAF, M. Souleymane Hassan Wabali, ont procédé hier à la cérémonie de clôture de FIFA Football for School projet. Le chef du projet FIFA for School, Alexandre Gros, le directeur des sports, Abshir Hassan, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur de l'enseignement, Abdi Dirir, la directrice du stade Gouled, ainsi qu'une centaine d'enseignants spécialisés dans les sports et les techniciens de football, ainsi qu'une centaine d'écoliers ont préparé à cette cérémonie. Le ministre, à la tête d'une forte délégation, a visité des sessions pratiques sur le terrain qui mobilise une centaine d'élèves et qui a été encadré par des enseignants spécialisés dans les sports et des techniciens de football avec la participation des experts consultants de la FIFA. Rappelant que la fondation de la FIFA et la Fédération djiboutienne de football, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État chargé des sports, organisent depuis 3 jours un stage de formation d'encadreurs dont bénéficient une cinquantaine d'enseignants spécialisés dans les sports et des techniciens de football. À noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Football for School qui correspond à un programme spécial de fondation FIFA où le football rencontre l'éducation et incite les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des séances de football amusantes. Le programme Football for School s'articule pour autant autour de 4 objectifs principaux consistant à transmettre des compétences et valeurs de vie précieuses aux élèves, filles et garçons, former les entraîneurs éducateurs et leur donner les moyens de dispenser des activités en lien avec le sport ainsi que les compétences et valeurs de vie, développer la capacité des parties prenantes, écoles, associations, membres d'autorités publiques à transmettre des compétences et valeurs de vie à travers le football. Et enfin, renforcer la coopération entre les gouvernements, les associations, membres et les écoles participantes pour permettre la mise en place de partenariats, d'alliances et de collaborations intersectorielles. À l'issue de cette cérémonie de clôture, les officiels ont remis les certificats de formation aux bénéficiaires et des échanges des cadeaux entre la FIFA et la Fédération djiboutienne de football. Le président de la Fédération djiboutienne de football et le directeur des sports ont tour à tour mis l'accent sur l'importance du sport lors de cette cérémonie. Voici à présent le mot du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Du programme Football of School F4S, initié donc par la FIFA et mis en œuvre par la Fédération djiboutienne de football en collaboration étroite avec mon département. Ces programmes ambitieux, gérés par la FIFA en collaboration avec l'UNESCO, visent, dans le cadre des ODD des Nations Unies, à contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation de près de 700 millions d'enfants par la pratique du football scolaire, par la promotion des compétences de vie. Ce programme de la FIFA, qui s'appuie sur les cadres d'action de l'UNESCO 2030, est en parfaite adéquation avec la révision des programmes scolaires en cours de mon département, où ce nouveau concept de compétences de vie est intégré dans tous les manuels et guides des enseignants. Permettez-moi ici de remercier tout d'abord et chaleureusement le président de la Fédération de football djiboutienne, M. Souleymane, dont le leadership a permis de préparer magistralement avec la Direction générale de l'enseignement, le service scolaire sport et l'inspection DPS la mise en place de ce programme Football of School au bénéfice
d'une quarantaine d'éducateurs en EPS et près de 120 élèves, 60 filles et 60 garçons issus de 13 établissements dont les collèges des élèves à besoins spéciaux des Palmarès 2. Encore une fois, je dis vive le sport scolaire, vive le président de la fédération, vive donc le président de la République, Hadji Ismaël Marguerite, qui, bien sûr, au quotidien soutient le sport à Djibouti. Vive la République de Djibouti. Le colonel Ouassam El-Borlé, commandant de la garde côte djiboutienne, a pris part hier à une vidéoconférence avec le contre-amiral Emmanuel Slars, commandant de la force Atalante. La force Atalante est une mission dans le cadre de la force navale européenne qui vise à lutter contre les menaces de piraterie et de terrorisme maritime dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Dans son mot d'ouverture, le colonel Ouassam El-Borlé a tenu à remercier ses interlocuteurs et longuement revenu sur l'excellence des relations de coopération et de coopération entre les deux institutions qui ont tissé des liens étroits. L'amiral Emmanuel a pour sa part saisi l'opportunité de saluer les efforts considérables accomplis par la garde-côte djiboutienne qui est un partenaire stratégique important pour la force Atalante. Les discussions ont aussi porté sur l'impact de la situation géopolitique internationale, notamment la guerre en Ukraine, et la vigilance a porté sur une possible recrudescence des activités de piraterie maritime. Les deux parties se sont finalement entendues sur les voies et moyens de renforcer leur coopération et de faire face ensemble à toutes les menaces dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Une importante délégation conduite par le directeur des affaires maritimes, Ali Merah Chahem, s'est rendue hier à Bok. À son arrivée, la délégation composée des ingénieurs et du pilote du nouveau ferry Mohamed Ali Gadile a été accueillie par le préfet adjoint de la région, Ali Mohamed Maki. L'objectif de ce déplacement était de constater de visu le quai de l'escale de Bok et de trouver des solutions pendant la période estivale pour l'acheminement des biens et des personnes à bord du nouveau ferry en cette période d'été. Depuis sa mise à l'eau, le nouveau ferry fait des séances d'essayage en mer, des tests de performance des systèmes à bord pour s'assurer de la mise en service. Sorti des chantiers navals nippons il y a quelques mois, le nouveau ferry-boat baptisé Mohamed Ali Gadile, du nom d'un ancien parlementaire et ancienne grande figure des chefferies coutumières du Nord, a été mis à flot le 5 mai dernier au port de Djibouti. Les villes portuaires du Nord disposent désormais de 2 bateaux modernes avec l'entrée en service du Gadile qui rejoint le Mohamed Burhan Qasim, opérationnel depuis plus de 10 ans. D'une cinquantaine de mètres de longueur, ce nouveau ferry très moderne pourra atteindre une vitesse maximale de 12 nœuds. Dans le cadre du renforcement du lien entre la société civile et l'institution des forces armées djiboutiennes, le régiment du Riad de Dikil a ouvert ses portes aux élèves de l'école primaire de Dikil 1, accompagnés de leurs parents et de leurs instituteurs. Accueillis à leur arrivée par le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, chef du corps régiment, l'historique du corps leur a été présenté depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les activités quotidiennes des militaires leur ont été aussi présentées, en commençant par la cérémonie des couleurs du matin, suivie du sport et du parcours d'obstacles. Il est à noter que durant toute la visite, les élèves ont pu poser des questions intéressantes au chef des différents ateliers. Ils ont pu observer les techniques de soins et d'assistance aux blessés ainsi que les équipements spécifiques utiles au combat dans l'atelier de santé. Les opérateurs du service transmission ont également expliqué aux élèves l'importance de la liaison au sein des unités du corps, cette liaison pouvant être codée et chiffrée pour une bonne discrétion. Les armes individuelles et collectives en dotation dans le régiment leur ont été aussi à présenter. Enfin, les moyens de mobilité du corps, camions de transport de troupes, camions ravitaillement, camions citernes et camions de dépannage, ainsi que les véhicules légers équipés d'armes lourdes ont clôturé cette visite.
Au moins 8 soldats togolais ont trouvé la mort et 13 blessés au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo, une première dans le pays, jusque-là épargné par les violences. Un poste avancé du dispositif de l'opération Konjuare a fait l'objet d'une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés non encore identifiés. Cette attaque a fait 8 morts et 13 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière au Togo, où l'armée est déployée dans le nord pour faire face à la menace d'un débordement de la violence des groupes djihadistes présents au Burkina Faso voisin. Je vous le disais en titre, plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage hier à l'une des leurs, la journaliste Shiren Abu Akleh, tuée par la balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Les États-Unis et de nombreux pays condamnant sa mort et réclamant une enquête transparente. Représentants palestiniens, un diplomate étranger et une foule de Palestiniens ainsi que le président de la République de Palestine donc, ont participé à la cérémonie officielle à Ramallah, au siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, où le cercueil de la journaliste enveloppé du drapeau palestinien a été transporté. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité de ce JT Week-end. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.